Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir un invité, j'ai nommé Laurent. Laurent, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. On va discuter un petit peu de ton parcours et de certaines péripéties dans ton parcours. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Hello. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Très bien. Pas terrible, il fait pas très beau. Là. Ouais. Mais félicitations à toi pour cette voix rocailleuse. Oui. Merci d'avoir eu le courage de tenir cette émission. Ouais, un petit peu malade, mais ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Laurent, écoute, ce podcast, c'est un podcast on a dû trouver une thématique générale et donc on regardait un petit peu ce qu'il y avait et donc on a choisi l'entrepreneuriat. Nous, on l'a redéfini à notre sauce et on s'est dit que l'entrepreneuriat, c'était juste des gens qui entreprennent des choses, qui cheminent, qui ont un parcours et qui ont envie d'aller de l'avant. Et c'est tel quel qu'on va pouvoir avoir cette discussion. Et donc, on va cheminer là le long de ton parcours. Ça te va ? Très bien. Impeccable. On a l'habitude de démarrer par une question simple dans la formulation, mais qui renferme beaucoup de complexité. Laurent, qui es-tu ? Alors, bonjour, donc je m'appelle Laurent Magloire, j'ai 55 ans, je suis natif de la Martinique, de l'île de la Martinique. Et je suis avant tout un pêcheur professionnel. Aussi, j'ai aussi le côté esprit entrepreneuriat puisque j'ai mon petit atelier de réparation d'ailes de kitesurf. Ok, très bien. Tu grandis du coup en Martinique ? Voilà, donc toute mon enfance, j'ai grandi en Martinique, bercé entre les alizés et la mer, puisqu'on est entouré d'eau. Donc, du coup, je me suis tourné vers le milieu... Pardon, excusez-moi, j'ai la voix. Je me suis tourné vers le milieu aquatique et nautique très, très tôt, puisque mon grand-père est un marin-pêcheur, mon père, mes oncles étant marin-pêcheurs. Donc, je me suis un peu lancé dans cette voie qui était pour moi une possibilité, justement, d'en faire mon métier et d'y vivre. Ok. T'es issu d'une fratrie ? Oui, alors j'ai 6 sœurs, je suis le seul garçon, Ok. Donc on est 7. Et effectivement, une famille nombreuse. Ok. Toi, t'es où dans la fratrie ? Je suis, il y a 4 sœurs au-dessus et 2 en dessous. Et 2 en dessous. Ok. Voilà. T'es un enfant du milieu. Exactement. T'es un enfant du milieu, mais en même temps, t'es le seul garçon. Est-ce que, du coup, t'avais un statut privilégié ou alors, au contraire, ça a été difficile de grandir auprès de 6 sœurs ? Alors, privilégié, je dirais oui, parce que je suis le seul garçon. Difficile parce qu'il fallait que j'assume ce côté où j'étais le seul garçon de la famille, il fallait prendre la relève du père, assurer la protection des plus petites. Donc oui, ça a été très difficile. Tu as eu des responsabilités. Exactement. Ok. Aucune de tes sœurs n'a évolué dans le milieu maritime ou alors dans la pêche ou pour reprendre un peu la tradition familiale ? Non, parce qu'en fait, en Martinique, les gens ont tendance à avoir peur de la mer. Ok. Alors, ça remonte un peu à notre histoire coloniale et d'esclavagisme. Et du coup, c'est une histoire qui est liée au fait que quand les esclaves ont été déportés en Martinique, ils ont eu du mal. Déjà, ils ont été déportés, donc traversé l'océan, et ils ont eu cette peur de la mer après tout cela. Donc du coup, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes en Martinique, même des marins-pêcheurs qui ne savent pas nager. Ah ouais ? Des marins-pêcheurs qui ne savent pas nager. Et je vais peut-être vous raconter une histoire aussi sur des marins-pêcheurs qui ne savent pas nager, qui ne sont plus de ce monde, parce qu'effectivement, ils ne savaient pas nager. Ok. Non, J'avais entendu ça, mais je ne pensais pas que ça allait jusqu'au point que des gens qui vivent sur la mer comme des marins-pêcheurs ne puissent pas... Donc c'est quoi ? Dès l'enfance, c'est les parents qui inculquent ça un petit peu en disant aux enfants de ne pas s'approcher, c'est ça ? Exactement. Donc très souvent, on entend en Martinique les parents dire fais attention,
la mer est dangereuse. La mer n'a pas de branche. La mer, elle tue, etc. Donc ça l'enfant, l'entendant régulièrement, a tendance à s'éloigner de la mer au lieu de se rapprocher, de se dire c'est un élément effectivement peut-être dangereux, mais on peut s'y intéresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup la nouvelle génération s'intéresse plus à la mer, parce ça s'est un peu démocratisé dans le terme que beaucoup de personnes ont des bateaux. Bon, il y a aussi le fait que maintenant on peut avoir l'accessibilité dans une piscine pour apprendre à nager. Ouais. À l'école, il y a des cours de natation, etc. Donc, ça devient de plus en plus un élément que les Martiniquais ont envie de connaître. Et ça, c'est une très bonne chose. Ouais, et puis je suppose qu'avec la circulation de l'information aussi, Internet, les réseaux sociaux, les jeunes, ils peuvent être connectés aussi. Tu parlais justement de kitesurf, de surf. Exactement. C'est quand même des disciplines qui ont aussi émergé, je pense, dans les années 90, où il y a eu une sorte d'explosion de ces pratiques-là à travers le monde. Et peut-être que maintenant, aujourd'hui, que c'est accessible aussi, ça donne des envies pour des jeunes d'apprivoiser finalement ce nouveau territoire. Ouais. Tout à fait, puisque c'est des sports de glisse qui n'étaient pas à la portée de tous. Et le fait que ça soit démocratisé maintenant, ça permet à chacun d'y accéder à moindre coût. Et puis, la médiatisation, Internet, qui fait que les gens découvrent ces sports-là et ont envie de s'intéresser à leur milieu maritime, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et toi, du coup, ton premier rapport à la mer, c'est du coup via le père, c'est marrant dans les termes, et via le grand-père aussi. C'est comment, quand tu étais petite, aller sur le bateau avec eux? Comment ça se passe dans ton enfance? Alors, pour l'histoire, j'ai appris à nager, j'avais 3 ans. Parce qu'avec la famille, on allait souvent à la mer, on faisait des sorties familiales et on se retrouvait tous en bord de mer, à pique-niquer. Et effectivement, les parents nous apprenaient à nager. Et l'avantage que j'avais, c'est que mon père, il était chasseur sous-marin, c'est-à-dire il était apnéiste et il chassait. Voilà. Donc j'ai toujours connu ce milieu grâce à mon père et puis aussi mon grand-père, mais bon, j'ai pas connu mon grand-père, mais mes oncles, etc., ils m'en ont parlé. Que, voilà, la pêche, c'était quelque chose pour nous traditionnel et aussi dans les gènes même de la famille, quoi. C'était soit on était marin-pêcheur ou bon, après on choisissait un autre métier, mais c'était avant tout marin-pêcheur. Ok, il y avait ce bagage-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre toi et tes sœurs? Est-ce qu'elles aussi ont eu accès à la mer comme tu as pu l'avoir? Est-ce qu'on les emmenait chasser en profondeur, etc. Ou il y avait une différence? Alors, les sœurs, elles étaient plus... elles ont aimé la mer aussi parce qu'avec mon père... elles apprenaient à nager, mon père les apprenait à nager aussi. Donc, c'est pas le souci. Voilà, la natation, elles savaient toutes nager. Après, s'intéresser vraiment à la pêche, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas non plus adhéré, par exemple, à faire de la chasse sous-marine, à descendre en apnée, etc. Alors que moi, en tant que garçon, j'avais pas de difficulté pour cela. Ok. Quand tu es jeune comme ça, là, est-ce qu'il y a un moment où tu te rends compte que tu as une valeur particulière? C'est-à-dire, on te reconnaît parce que tu sais faire quelque chose que d'autres ne savent pas faire, ou bien tu te rends compte que finalement tu as une compétence ou un talent, quelque chose où finalement tu as des commentaires réguliers en disant tiens Laurent, toi t'es performant ou t'es fort là-dedans? Alors ça c'est une très bonne question parce que étant donné tout petit, j'ai évolué dans le milieu marin. Une fois que j'avais 15 ans, je me suis mis à la planche à voile. Okay. J'ai essayé tous les sports. Et quand je me suis mis à la planche à voile, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Ah ouais. Voilà, j'ai joué au tennis, au football, un peu de tous les sports terrestres. Et quand je me suis mis à la planche à voile, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Et figurez-vous que justement, la planche à voile a été pour moi révélateur de mon talent. Parce que à chaque... j'ai évolué rapidement dans ce domaine de planche à voile, à aller même en compétition. Ok. Et pour l'histoire, j'ai fini en 1998, j'étais parmi les 20 meilleurs Français dans les vagues. J'ai navigué
à l'île aux Vaches, au Dierne, la Pointe du Raz, Douarnenez, La Torche. J'ai même fait des compétitions avec les frères Belbéor, qui sont très connus dans le domaine de la vague en France. Ok. Donc ça a été vraiment... Cette passion m'a poussé très très loin. Ouais. Très très loin. Et j'ai même été recruté par, je ne sais pas s'il faut dire les marques, mais une très bonne marque connue de software qui s'appelle Quicksilver. J'ai été recruté par eux par rapport à mes compétences et mes talents de planchiste. Ok, magnifique. Magnifique. Et à ce moment-là, tu penses faire carrière là-dedans? C'est quelque chose qui t'intéresse? Tu te vois faire des compétitions, ce genre de choses ou pas? Alors, oui, de 15 ans jusqu'à mes 28 ans, où j'ai fait mes dernières compétitions, c'est vrai que j'avais un statut de semi-professionnel, parce qu'il fallait travailler à côté, acheter le matériel. Bon, j'avais des sponsors, mais il fallait quand même compenser avec avoir des moyens financiers pour pouvoir acheter du matériel, en plus que les sponsors donnaient. Parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Une planche à voile, c'était en francs, il fallait compter entre 4 et 5 000 francs, comme ça. Okay. À l'époque, c'était très cher. Donc oui, c'est vrai qu'à une période, jusqu'à mes 22, oui, j'étais à fond dans les compétitions. Il fallait que je fasse des podiums, etc. Donc il fallait bosser dans l'entraînement, enchaîner les compétitions, etc. etc. Donc oui. J'avais envie de faire une carrière dans ça. Très bien. En parallèle, l'école, comment ça se passe? Comment tu vivais l'école? Alors l'école, c'était très difficile parce que mes yeux, étant en Martinique, mes yeux étaient plutôt rivés à l'extérieur de l'établissement à regarder le vent, la mer. Donc du coup, j'ai été jusqu'au BEP Vente. Je suis arrivé jusqu'au BEP Vente. Et après, j'ai arrêté parce que je voulais faire des compétitions de planche à voile, donc il fallait absolument m'entraîner. Déconnecté ouais, voilà, monde, c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand on est en Martinique, on regarde dehors, il y a soleil, il y a du vent. La première chose qu'on pense quand on est planchiste, véliplanchiste, c'est d'aller sur l'eau et puis s'entraîner, quoi. Ouais, c'est pas à valider les objectifs de vente du Zara du coin. Ouais. Voilà, tout à fait. Ok, terrible. Ça tourne autour du pot, mais en fait, moi je commence un peu à m'impatienter parce que concrètement, Laurent, je t'ai rencontré il y a quelques jours. On a discuté tout simplement autour d'un petit verre à la Félicita, et puis tu m'as raconté ton parcours et tu m'as raconté un événement marquant sur ce parcours. C'est encore plus surprenant en t'écoutant aujourd'hui, parce que tu parles de cet amour pour la mer et tu en parles au présent. Et pourtant, il y a 2 ans, il y a eu un événement très marquant dans ta vie qui, à mon sens, aurait pu complètement faire changer ça. Et j'aimerais que tu nous amènes dans ce voyage qui a commencé donc il y a quelques jours, où je t'ai même interrompu en disant « C'est tellement fort que j'aimerais bien que tu viennes au micro avec nous ». Et encore une fois, je te remercie d'être venu partager ce moment particulier avec nous. Oui, pour te répondre, Serge, c'est vraiment quelque chose de, je dirais, c'est émouvant. C'est ce qui m'est arrivé, en fait, c'est un peu difficile à raconter. En même temps, il y a eu beaucoup de temps. Pour tout vous dire, c'est pas compliqué. J'ai survécu pendant 24 heures, plus de 24 heures en mer, sans gilet et sans bateau, parce que j'ai été éjecté de mon bateau. Donc ça a été une épreuve, une expérience très difficile pour moi, puisque étant marin-pêcheur, quand on se retrouve à l'eau sans gilet, sans bateau, on se dit c'est la mort assurée, c'est la noyade assurée, personne ne peut sortir de cette épreuve, c'est pas possible. Donc oui, en effet, ça a été un événement qui aurait pu me coûter la vie. Un naufrage qui m'a fait perdre mon bateau. Malheureusement, le bateau, je l'ai perdu, parce que j'ai été éjecté, donc il est entré et s'est fracassé sur une falaise alors que j'étais à 20 km des côtes. Donc voilà, si on commence par le périple, c'était une journée normalement qui était censée être une matinée de pêche.
et que ça s'est fini avec plus de 24 heures à survivre et à pouvoir rester en vie très loin des côtes, avec des conditions, vous vous en doutez, avec l'eau, l'hypothermie, les prédateurs. Quand je parle de prédateurs, c'est pas des petites carangues, mais des plus gros. Donc oui, ça a été une épreuve très très difficile. Pour commencer, ce que j'allais dire, pour commencer, moi j'ai vu les images et je me dis, la première chose, quand tu m'as décrit l'événement, le fait d'être éjecté, ce que je me demandais, c'est à quoi ressemble un bateau comme ça? C'est quoi un bateau de pêche? Alors, il faut savoir qu'une gnole de pêche, souvent, c'est une gnole, c'est un petit canot où on met un moteur derrière, c'est de la pêche traditionnelle, donc il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de protection, c'est vraiment traditionnel, c'est la pêche traditionnelle. Donc, moi, j'avais un bateau qui faisait 7,14 m avec un moteur de 115 chevaux. Et normalement, on a un coupe-circuit, mais en tant que marin-pêcheur, on ne met jamais le coupe-circuit parce qu'on a l'habitude de faire des choses. Et souvent, le coupe-circuit, ça nous gêne, donc on l'enlève. Gilet, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de marin-pêcheurs qui mettent des gilets. Donc, du coup, voilà, c'est un peu de la pêche traditionnelle. Donc, du coup, comment dire, les conditions de sécurité sont minimum, quoi. Donc le coupe-circuit, c'est si jamais tu tombes à l'eau, que tu t'éloignes du bateau, ça arrête le moteur. Voilà, et c'est ce que j'avais pas, moi. C'est important de le dire. Et effectivement, tu parlais aussi du gilet que tu n'avais pas. Voilà. Il y a un truc dans le milieu maritime, et on retrouve ça chez les skippers aussi, ceux qui font des Vendée Globe, ceux qui font vraiment de la voile en compétition. Il y a aussi une forme de mental où justement le marin par excellence, il ne prend pas ses protections. Et quand je parle de ça, je pense à Eric Tabarly, par exemple, qui lui disait que, en gros, tu montes pas sur son bateau si tu veux t'accrocher, parce qu'en gros, il y a des systèmes où la nuit, sur le pont, tu t'accroches. T'as tout un système de sécurité aussi, des gilets, et que pour lui, t'es pas un vrai marin si t'es dans ces conditions-là ultra safe. Et qu'il y a cette recherche aussi, finalement, de l'adrénaline, de le marin originel, celui qui a pris la mer, l'explorateur, et celui qui part finalement frôler la mort, quoi, constamment. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. C'est quoi? Tu vas pêcher tous les matins? Voilà, alors je suis pêcheur professionnel, donc c'est une profession qui est très dure, hein. On part le matin tôt, des fois ça m'arrivait de partir à 4 h du matin, 4 h, 5 h du matin, donc c'est vraiment... Et puis la journée, elle est très longue. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait un quota de pêche ou on n'a pas atteint le nombre de poissons qu'on voudrait pour rentabiliser la journée, puisqu'il y a l'essence à payer, il y a les cotisations, le rôle, etc. Donc, il faut vraiment être combatif, il faut vraiment avoir un mental pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour pêcher. Trouver où se trouve le poisson, aller de plus en plus loin. Il y a toute une technique qui fait que, voilà, il faut avoir un bon mental, quoi. C'est de la pêche au filet? Non, c'est de la pêche à la ligne. En fait, souvent, c'est DCP, c'est-à-dire c'est un dispositif de concentration de poisson qu'on a et qui est au large, hein, qui est à des kilomètres des côtes, et qu'on se sert pour pouvoir prendre le poisson qui est en dessous à la ligne, quoi. Ouais, donc vraiment traditionnel. Voilà, très traditionnel, ligne à la main. Souvent, on n'a pas de canne à... Bon, maintenant, on a des cannes à pêche, mais le plus souvent, on a ce qu'on appelle des yo-yo avec des lignes à la main et on tire le poisson. On peut remonter du thon qui va de 30 à 100 kilos à la main, quoi. Donc très physique. Très physique. Ouais. Très physique. Et tu disais que tu partais seul, mais c'est quoi? C'est un écosystème? Vous avez plein de pêcheurs, vous connaissez, vous partez en même temps? Comment ça se passe? Tu passes la journée vraiment tout seul ou il y a du monde quand même qui te rejoint sur place? Alors, au départ, je pars seul, forcément. Après, effectivement, on peut se retrouver à 5, 6, 10 bateaux autour du DCP, le dispositif de concentration de poissons. Ce qui fait qu'effectivement, quand on arrive là, moi, j'avais un DCP, il était à 30 km. Donc,
On arrive là, on se retrouve à 4, 5, 6, 7 bateaux, ça dépend. Et effectivement, on jette un œil sur les uns sur les autres. Donc, à ce niveau-là, il y a une sécurité. Ça, le DCP, c'est quoi? C'est quelque chose qui est déterminé avant ou c'est en fonction de, j'ai envie de dire, des habitudes naturelles du poisson? C'est appâté? Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est un dispositif que nous, pêcheurs, on est plusieurs, on se cotise, on met les cordes, on met tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un corps mort, mais qui est plongé à 2500 mètres de profondeur. D'accord. Et qui tient avec une gueuse qui fait plus de 500 kilos. Donc, du coup, en ayant cet ancrage qui va rester dans l'océan, le poisson, avec des bâches, va faire une chaîne alimentaire. Donc, il y aura les petits qui seront au-dessus, et en dessous, il y aura la chaîne alimentaire qui sera plus gros. Et les plus gros poissons seront en dessous. Donc nous, on se sert des petits qui viennent se rassembler, se mettre autour pour prendre les plus gros qui sont en dessous. Donc on peut avoir du thon, du marlin. Et un écosystème. Exactement. Artificiel. Dans une zone que vous avez décidée. Voilà. Et donc le tien, tu me dis, c'est à 30 km. Voilà, 30 km, ça fait à peu près 60 000 nautiques. En 1000 nautiques. 60 000 nautiques. Et combien de temps il faut pour atteindre la zone? Si la mer est belle, en 1h30, 1h30, 30 km, voilà. Quand il y a des coups de 2 mètres, 2 mètres 50, un peu plus. D'accord. Avec 115 chevaux. Avec 115 chevaux et 7 mètres 14. Ouais. Donc, c'est des bateaux rapides. Surtout petits pour les conditions de mer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que quand on voit les chaluts qui font entre 20 et 30 mètres, là, c'est 7 mètres, c'est tout petit. C'est clair. Maintenant que le décor est posé, démarrant donc cette journée particulière. Est-ce qu'on se fait pas une pause musicale avant? T'as déjà chaud là, tu transpires. Non, je me dis que si on la fait pas maintenant, on va se la faire, on sera en sueur, vraiment. Bon, on va tenter quelque chose. Laurent, est-ce que tu as un petit morceau à nous indiquer pour faire cette pause musicale? J'aurais bien voulu un petit morceau de Patrick Saint-Éloi. Hein. Vous savez, je suis antillais, donc j'aime bien moi aussi, j'aime bien, donc ça me fait plaisir. Et tu as un morceau en particulier ou pas? Tous les morceaux de Patrick Saint-Éloi sont bons. Okay. Donc je te laisse choisir. Souvent nous partis loin pays là pour nous porter musique quand nous aller. J'allais pour les mondes savait que les antiques existaient, que c'est l'amour qui a commandé nous. Assis pour nous ni soleil, à d'un chair ni tambour, Paris manioc et puis coco. J'allais pour les mondes, savais que les antiques existaient, que c'est l'amour qui a commandé nous. Un tout petit là, pas yo comme ça. Un tout petit là. Ni on sait le soleil, ni on sait la lune, et ni on sait le cassave aussi. Quand l'avant la jaque a tourné, sous l'avant on l'a direction. Ou exploser pour inonder le monde entier. Ça c'est le zouk. On va danser. Ok, on a c'est le zouk. Le vrai zouk. Ouais. Ok, terrible. Bon, ça fait plaisir que ce soit pas moi qui mette du zouk. Voilà. Et puis ça décontracte. C'était solaire. Maintenant, on va aller plonger dans les abîmes, comme on dit, et là, c'est le cas de le dire. Donc oui, comme je disais, la journée, on va démarrer cette journée de 24 heures. Là. C'est ça. Est-ce qu'elle commence comme toutes les journées de pêche? Est-ce qu'il y a des choses particulières ce jour-là? Comment ça démarre?
C'est vrai que c'était une journée assez particulière parce que j'ai eu du mal à sortir. J'ai un embarcadère, donc c'est un endroit où je mets mon bateau de pêche. Donc j'avais eu du mal à sortir à cause des sargasses, parce qu'on a un phénomène de sargasses aux Antilles qui des fois bloque les ports, bloque les endroits où les bateaux sont amarrés et qui font que on est obligé de sortir soit à la rame, soit avec un bâton pour pouvoir s'étirper des sargasses et mettre le bateau en dehors de ces sargasses pour pouvoir démarrer le moteur. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça sera pris dans les algues. Dans l'hélice, Ouais, voilà. ouais. Donc là, c'est vrai que le matin, alors pour l'histoire, je devais faire une journée. Alors c'était le vendredi 24 février 2023. Et je devais faire une journée le lendemain, le samedi, avec un matelot. Un matelot, donc effectivement, on serait pour cette journée de samedi 25. Sauf que le matelot ne pouvait pas être présent le vendredi. Pardon. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je pars le matin tôt. Et je reviens vers midi pour voir justement le sens du courant. Donc j'ai été sur mon DCP à 30 km, donc voir quelles conditions de mer que j'aurais pour faire une grosse pêche le lendemain matin. Donc tout se passait, à part la sortie du port de pêche qui était un peu encombré par les sargasses, mais j'ai l'habitude, donc c'est pas, ça me dérange pas, ça me m'inquiète pas plus que ça. Donc je prends la mer. Il était peut-être 6h du matin, je fais les 60 000 nautiques, les 30 km. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. J'arrive sur mon DCP, je commence à pêcher, je prends une belle dorade coryphène qui faisait quasiment 10 kilos, je prends du thon, je prends quelques poissons. Voilà, une petite journée, une petite matinée très sympathique. Alors j'étais pas loin de entre 80 kilos, entre 50 et 80 kilos de poissons. Pour une petite matinée, je me dis, ça va le faire. À côté de cela, il y avait des pêcheurs qui m'ont rejoint. On était 3 à ce moment-là sur le DCP, sur mon DCP, mon dispositif de concentration de poissons. Donc je me dis, bon, là, il était midi, un peu plus de midi. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me fatiguer pour rien. Je vais avec les 50, 80 kilos de poissons. Ça me fait ma matinée, je vais revendre mon poisson, ça va me faire l'essence de la matinée. Donc jusque-là, tout va bien, je me prépare pour reprendre la mer, je suis déjà en mer, mais le retour sur terre. Donc je dis aux 2 pêcheurs, je vous laisse, et il était peut-être 12h30, 1h, je trace pour entrer en début d'après-midi. Sauf que en partant, j'ai oublié de décompresser mon bidon d'essence qui est à portée de main, mais qu'il faut décompresser parce qu'avec l'aspiration d'essence, il aura tendance à se fermer sous lui-même et à la limite, si on ne décompresse pas, il explose. Donc, voilà. Donc je fais quand même 10 km et je me rends compte de cela. Et là, la mer, il y avait peut-être 1m70. Bon, c'est pas non plus une mer... elle était bien formée, mais ça va. Donc, tant que mes 2 mains sont sous le volant, parce que j'ai un volant avec une direction, donc tant que je tiens le volant, j'encaisse les vagues, les descentes de vagues, etc. J'encaisse avec le bateau, je sais que je suis seul, donc je fais très attention. Et à un moment, je vois le bidon, je me dis, il faut que je puisse faire quelque chose. Mais la chose qu'il fallait faire, c'est juste m'arrêter, dévisser le bouchon et continuer. Juste ça. Malheureusement, c'est ce que j'ai pas fait. À 17 nœuds, j'ai voulu le faire en pleine vitesse. Et c'est là l'erreur qui a failli me coûter la vie, parce que en fait, quand j'ai enlevé la main droite pour déboucher, il y a une vague qui a tapé l'avant du bateau, qui m'a éjecté, et le bateau est parti en pleine vitesse. Donc là, je tombe à l'eau. Donc bien sûr, sans gilet, sans coupe-circuit, donc le bateau, il continue sa route à 17 nœuds. Et là, une fois que je tombe dans l'eau, j'ai dit, je suis mort.
quelqu'un qui tombe à l'eau comme ça, sans gilet, sans quoi que ce soit, pour se maintenir à l'eau, c'est la mort assurée. Donc là, le bateau, bien sûr, il a déjà cassé parce qu'il était en pleine vitesse, donc il m'a éjecté. Donc c'est vrai que j'ai dit, je suis croyant, donc j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je vais mourir. Et ça m'a un peu agacé, parce que pour moi, c'était une erreur qu'il ne fallait pas faire en tant que professionnel. C'est vraiment fatal, et puis il ne fallait pas faire, quoi. Mais malheureusement, ça y est, c'était fait. Ouais. Voilà. Je ne pouvais pas revenir en arrière. C'est pas comme dans un film, on fait rewind, comme dans les jeux vidéo. Voilà. On retourne en arrière, c'est pas possible. Donc là, j'ai dit bon, je suis un assez bon nageur. Malheureusement, je suis à 20 km des côtes. Ouais. Je me suis dit peut-être que les 2 pêcheurs que j'ai laissés sur mon DCP, ils vont descendre, mais à quelle heure? J'en sais rien. Donc j'ai dit, je commence à économiser mon énergie. Donc je nage pas, en fait je flotte. En attendant que effectivement je flotte, mais je me dis mais pourquoi faire? Parce que je sais que je peux pas tenir, on peut pas tenir très longtemps comme ça à être entre la mer et à 1m50, 1m70 de vague. Entre voilà, j'avais Là, tu peux pas juste faire la planche et attendre, quoi. Non, une fois que tu te tournes, la vague elle vient dessus, tu remets, voilà, tout de suite. Est-ce que ça, désolé Laurent, je te coupe, mais est-ce que c'est des situations que vous êtes habitué à anticiper ou en tout cas faire des projections, ou en fait c'est tellement gros que en gros tu sais que si t'es dans cette situation-là, mec, c'est fini, quoi. Ouais, voilà, donc tu l'as résumé rapidement, c'est fini. C'est-à-dire que là... Il n'y a pas de geste de survie, de technique. Non. Le seul geste de survie que tu as, c'est si tu as un gilet. Là, à ce moment-là, oui. Tu mets en place un protocole, ouais. Voilà, tu as un gilet avec une balise, tu la déclenches, ils vont te retrouver, mais là, sans ça... Sans ça, c'est... Ouais. Donc là, c'est le parachutiste qui s'est mis à côté de la porte sans mettre son parachute. Exactement. Et qui s'est fait pousser dehors. Voilà, exactement, tout à fait. Donc là, tout ce que tu vas mettre en place à partir de ce moment-là, c'est de l'instinct et de la débrouille, quoi. L'instinct, la débrouille, mais aussi... Et tu regardes vers le ciel. Voilà, vers le ciel en disant, Seigneur, comment vais-je m'en sortir? Voilà. Je sais que je vais mourir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Même si je suis bon nageur, même si j'ai une condition physique, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis ancien sportif en plus de compétition, donc j'ai quand même ce mental, mais dans des conditions comme ça, c'est impossible à survivre. Impossible. Donc du coup, donc j'attends effectivement que les 2 autres marins-pêcheurs qui passent, mais plus le temps passe, donc je vois personne. Et malheureusement, pour moi, au lieu de m'envoyer vers la terre, au lieu que le courant m'envoie vers la terre, il m'éloigne vers le nord de la Martinique. Donc là, j'ai dit, oui, ça c'est sûr que là, je ne vais même pas toucher la terre. Dans cette direction-là, pour vous dire, il n'y a rien il y a aucune terre dans le nord. Tu pars d'où déjà, le point de départ? Alors, c'est au Vauclin. D'accord. Donc, le Vauclin c'est une commune qui se situe au sud-est de la Martinique. Ouais. Quasiment au beau milieu, sud-est plutôt, sud-est. Donc là, le Vauclin, oui, je vois la Martinique, je vois là où je dois aller, sauf que le courant m'envoie carrément à l'opposé. À l'opposé. Donc là, toujours... Et ça, tu t'en rends compte, tu sens que tu t'éloignes? Ah ben, forcément, parce que en regardant la côte, comme je connais très bien la côte, je vois le Vauclin, mais à côté du Vauclin, il y a le François. Ouais. Il y a le Robert, donc il y a la Caravelle. Tu te sens dérivé. Donc voilà, donc l'alignement que je fais, c'est pas un alignement vers la terre, c'est un alignement vers le large. Ouais. Et là, dans le large, c'est le canal de la Dominique. Donc la Martinique, il y a la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe. Donc là, de toutes les façons, il y a, en fait, déjà, il n'y a pas de bateau qui passe par là. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Mais se dire que
on va pas pouvoir rejoindre la Terre. C'est-à-dire que là, je suis parti pour mourir, en fait, pour mourir dans l'océan, quoi. Au large, ouais. Là, tu as la notion du temps. Est-ce que tu portes une montre? Comment ça se passe si tu... Alors, en tant que marin-pêcheur, on se fie au coucher de soleil, voilà, au coucher de soleil. Donc la dérive, elle était faite en 4 heures de temps. J'étais déjà quasiment... alors, je suis tombé vers les 13h, 13-14 heures, 14, 15, 16, 17, 18. À 18h, il commence à faire nuit. 4 heures de temps, il commence à faire nuit. Donc là, on se retrouve dans l'eau et il commence à faire nuit. La première chose qu'on pense, c'est... on va servir de repas. Hein. Ben oui, puisqu'on n'est plus prédateur, on est proie cette fois-ci. Bon, c'est quelque chose que... Voilà. Après j'ai essayé, hein, après 4 heures de temps, j'ai dit, je baisse les bras. Comme ça, je vais mourir au plus près. À 20 km des côtes, je vais mourir. Peut-être que mon corps sera retrouvé au plus près. Donc j'ai essayé de me couler, de me laisser noyer. Je suis descendu à 4 mètres, je sais pas combien. Et à chaque fois, je sentais... bon, peut-être que c'est nécessaire de survie, mais je remontais. Je sais pas comment, mais je remontais et je me remettais à nager. Et à chaque fois que je me remettais à nager, je disais, mais Seigneur, je vais mourir. Donc, ça sert à quoi que je continue à nager? Parce que je sais que je vais mourir. Et puis 4 heures de temps à nager comme ça, sans gilet, sans rien. Le corps commence à fatiguer. On commence à avoir des crampes. On commence à avoir de l'hypothermie, le froid de l'eau, etc. Puisqu'en février, il fait un peu frisquet dans l'eau martiniquaise, hein, même si on a les températures extérieures qui sont élevées, mais l'eau, elle est quand même à 20 degrés. Voilà. Donc, vers 19h, dans la nuit, j'ai vu, mais loin, quand je vous dis, j'ai vu, je suis toujours à 20 km des côtes. Je me suis jamais approché à moins de 20 km, puisque le courant me faisait passer parallèlement à l'île. Parallèlement. Donc, c'est encore pire, parce que tu vois ton espoir, il est inatteignable, quoi. Exactement. Et au loin, je vois une lumière d'hélicoptère, mais... Ils ont certainement trouvé le bateau qui est rentré avant moi. Ouais. Et puis, ils ont survolé là où ils ont trouvé le bateau. Mais j'étais déjà à des kilomètres de là. Quoi. C'était pas... Et puis là, sans gilet, sans fusée, sans quoi que ce soit. Ah, non. En fait, dans le creux des vagues, tu t'es invisible. En fait. Alors, ils cherchaient peut-être un bateau, mais trouver un homme dans l'océan, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais. C'est pareil, quoi. Et c'est immense. Ouais. Déjà, nous, pour vous donner un exemple, en tant que marin-pêcheur, on essaie de trouver des points de DCP qu'on a nous-mêmes mis, on les trouve pas. Qui est représenté, je suppose, par une bouée. Oui, voilà, couleur, exactement. Avec un drapeau. Flashy, avec un drapeau, on le trouve pas. Donc imaginez. La tête d'un homme dans le creux des vagues. Donc 19h, 20h, j'ai dit, mais non, Seigneur, là ça fait, je sais pas, 6h, 7h, 6h, je sais plus. Mais je vais mourir. Je ne peux pas tenir, j'ai pas cette capacité physique à tenir, c'est impossible. Donc, pour vous donner une image de ce que ça représente, ma natation, vous voyez, quand un petit chien tombe dans l'eau, un petit animal tombe dans l'eau, c'est pareil. Ouais, des petits gestes. Exactement, des petits gestes, mais de survie. Ouais. Voilà, des gestes de survie. 19h, 20h, 21h... Je dis comme ça parce que la nuit tombe. Ouais. On n'a pas de notion d'heure. J'ai pas de notion d'heure. Je suis dans l'eau seule. La nuit tombe. Le soir, je pense que c'est des petits poissons qui sont venus me niaquer les jambes. Donc je leur ai dit, je ne suis pas encore mort. Donc j'ai bougé le pied. Ben oui, forcément, j'ai bougé le pied pour qu'ils sachent que je ne suis pas mort. Parce qu'en fait, si il y en a un des petits poissons qui m'auraient... Il y a ce qu'on appelle la baliste. La baliste, c'est un poisson, on appelle chez nous la bourse. Une fois qu'elle vous mord, c'est comme des piranhas. C'est-à-dire que ça vous fait... Les autres viennent. Sauf que si vous saignez, vous savez bien qu'est-ce qu'il y a... Exactement. Donc, tout cela fait que la nuit, j'ai dit, si je me fais blesser par ces petits poissons-là, je suis sûr que là, je vais finir dans la gueule d'un plus gros.
Donc j'ai bougé les jambes, j'ai dit je suis pas encore mort. Et là, la nuit, pour tout vous dire, j'ai dû essayer encore 3-4 fois de me noyer. Donc toujours répéter la même chose, essayer de se noyer pour faire un séjour, parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes dans une telle souffrance, votre corps même ne sait plus comment agir, parce que il est déjà en souffrance, mais les mouvements que vous faites, c'est déjà de l'énergie. Ouais. C'est quasiment du réflexe. Donc voilà, mettre au terme à ma souffrance, c'est ce que je voulais faire, c'était mettre un terme à ma souffrance. Donc j'ai essayé peut-être 3-4 fois, j'en sais rien. À chaque fois, je remontais et là je disais, mon Dieu, je vais mourir, laisse-moi mourir, j'accepte ma mort, c'est pas grave. Donc là, quand je vous dis la nuit, je sais même pas comment j'ai pu dormir. Parce que à 5h du matin, quand je vois le soleil se lever, je suis encore vivant. Pour moi, j'étais mort. À 5h du matin, c'était impossible. Là, ça faisait plus de 12 heures, je sais pas combien d'heures. J'étais déjà dans l'eau, normalement. Je devais déjà être mort. Et là, au petit matin, je me retrouve à la Caravelle. Hein, donc, c'est entre le canal de la Dominique et la Martinique. Je me suis dit, bon, ben là, je vois le jour, certes, mais ce sera le dernier jour que je verrai. Parce que pour moi, j'ai plus la force de tenir. Je tiens au mental, mais le mental ne suffit pas. Il faut aller au-delà du mental. Il faut aller. Moi, j'ai puisé cette énergie. Je pense que en priant le Seigneur, j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi tu me laisses pas mourir? Pourquoi? Laisse-moi mourir. J'accepte ma mort. Parce que même ça, tu n'y arrivais pas finalement. Voilà, exactement. Même ça, j'y arrivais pas. Donc je dis, mais non, mais laisse-moi mourir. C'est comme ça, au moins j'abrège mes souffrances et puis on n'en parle plus. Et puis ça y est, la vie est finie. Voilà, on n'en parle plus, quoi. Dans ce moment-là, donc tu parles déjà, quand tu es tombé, c'est comme si tu revoyais le moment où tu as fait cette petite erreur. Est-ce que dans les moments qui suivent, dans les heures qui suivent, il y a quelque chose qui est lié à la famille, tu penses à ceux qui t'attendent? Est-ce que tu as des images de ce genre-là, ou est-ce que c'est vraiment centré sur toi-même à ce moment-là? Alors là, je peux vous dire que pendant tout ce temps, vous pensez à tellement de choses. Bon, mon fils, bien sûr, mon fils, mes sœurs, ma famille. Alors, mes 2 parents ne sont plus de ce monde, donc ils n'ont pas pu vivre comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Il y a une femme que j'aime particulièrement, que j'ai pensé à elle aussi. Donc, du coup, oui, ça m'a. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête. Et en même temps, je me disais, le bateau étant parti avec les bidons d'essence, parce que j'en avais au moins 3 ou 4 remplis. Donc, je me suis dit, si ça rentre à terre, donc ça va soit percuter un bateau ou rentrer à terre, mais il y a de l'essence, donc ça va exploser. Ouais. Donc ma hantise, c'est que je meurs et que je tue des gens à côté de cela, à cause du bateau. Donc il y a tout ça qui passe par la tête, quoi. Exactement. Ouais, en 12 heures, c'est long. Hein. Oui, donc c'est pour ça. C'est-à-dire que déjà, souvent, les gens disent que quand tu as un événement traumatique, même qui est instantané, la vie défile devant les yeux en quelques secondes. Là, c'est pas quelques secondes, là, c'est quelques heures, quoi. Des dizaines d'heures. Donc on a le temps de refaire toute sa vie. Ouais, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc là, on reprend le cours à 5h du matin, voilà, je vois le jour. Voilà, midi, je suis encore vivant, je me dis, c'est pas possible. Là, on est déjà pas loin des 24 heures. Hein. Mais j'en peux plus, je peux plus. J'ai envie d'abréger la souffrance. J'ai envie, parce qu'on sent plus ses membres, on sent plus. Et puis le corps, c'est fait pour respirer de l'oxygène. Là, mon corps, il s'est imbibé d'eau. J'étais comme une éponge. Ouais. Donc mes pores ne respiraient plus, ma peau ne respirait plus. En plus de l'eau de mer qui est agressive, le soleil qui brûle ma peau, mes yeux, etc. Donc non, c'était la mort assurée. Donc midi, 1h, et puis là, je vois une nappe de sargasse. Mais c'était... D'ailleurs, dans l'histoire, je pars avec une nappe de sargasse et je me retrouve 24 heures après près d'une nappe de sargasse. Donc, je me dis,
je vais me mettre près de cette nappe de sargasse-là. Comme ça, si un avion ou un bateau, peut-être qu'il voit la nappe de sargasse, il va venir à côté, puisque généralement, nous pêcheurs, quand on voit une nappe de sargasse au large, on va pour prendre le poisson qui est en dessous, parce qu'il y a du poisson en dessous. Ça fait, en fait, la nappe de sargasse, ça fait un genre de DCP, mais naturel, qui dérive. naturel, Voilà, naturel qui dérive. Donc du coup, dans l'idée, c'était de me mettre près de cette nappe de sargasse-là, et puis d'attendre, quoi. Sauf que je regarde en ouvrant les yeux sous l'eau, je vois des petits requins. Donc là, je soulève la tête, je fais un petit sourire, je dis, Seigneur, tu ne voulais pas que je me noie, mais maintenant je sais où je veux finir, dans la gueule des requins. Et c'est au moment, donc là, quand je vous dis ça, il est déjà quasiment 15h30. Et c'est au moment où je tourne ma tête, donc sur mon bâbord, puisque en termes maritimes, bâbord, tribord, c'est droite-gauche, bref. Donc je tourne la tête à gauche, pour que les gens comprennent. Je tourne ma tête à gauche, et là je vois quelqu'un, un pêcheur, un bateau plutôt, qui fait de la traîne sur la nappe de sargasse à côté de moi, mais il ne me voit pas. Ouais. Alors, quand je vois le bateau, pour moi, c'est de l'hallucination. Ça fait plus de 24 heures, mon esprit est parti, et puis j'imagine qu'il y a un bateau, mais en fait, il n'y a pas de bateau. Ouais. Pour moi, c'était ça. Comme dans le désert, tu arrives dans le désert. Un mirage, voilà. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible, parce qu'il avance le bateau. Il était à peu près à 10 mètres de moi. Et quand je l'appelle, il n'entend pas. Et là, je vois sous le bateau marqué « Help me ». Donc, je me dis, comme je suis entre la Martinique et la Dominique, c'est un Dominicain. Et comme j'ai un peu de notion en anglais, j'appelle « Help me ». Et c'est à ce moment-là, quand le pêcheur il a entendu « Help me », il a tourné la tête vers la droite et il me voit dans l'eau. Et là, c'était mes derniers souffles, mes derniers mots, je lui ai dit « Ne me laisse pas me noyer ». Et j'ai tendu la main. Et là, je me suis laissé couler. Et c'est là où il est venu tenir ma main. Quand il a tenu ma main, il m'a sorti de l'eau, la tête. Je lui ai dit, attends. Comme mon corps était spongieux, il a disloqué mon bras, parce que ma chair était spongieuse aussi, donc il pouvait déchirer la peau. Je lui ai dit, attrape-moi vers l'arrière du short et balance-moi dans le bateau, c'est ce qu'il a fait. Et là, il me dit, qu'est-ce que je fais dans l'eau? Donc, en fait, l'histoire, c'était un Saint-Lucien. Un bateau Saint-Lucien, un pêcheur Saint-Lucien qui était parti le samedi matin. Je suis tombé à l'eau le vendredi. Lui, il était parti en pêche le samedi matin très tôt de Sainte-Lucie. Donc, pour vous donner une image, il a traversé le canal de Sainte-Lucie. Le Sainte-Lucie au sud de la Martinique. Il y a la Martinique, il y a la Dominique. Donc, il a traversé tout le canal de Sainte-Lucie. Il a traversé toute la Martinique pour aller pêcher effectivement dans les eaux anglaises dominiquaises, puisque l'accord maritime leur interdit de pêcher dans les eaux françaises. Donc il a traversé pour aller pêcher. Et quand il m'a embarqué, je lui ai dit attends. Donc toute l'eau que j'avais pris dans mes poumons pour pouvoir me noyer, j'ai dû régurgiter l'eau, rejeter tout ce que j'avais dans les poumons. Et à ce moment-là, il m'a donné tout ce qu'il avait. Il m'a donné du jus, de l'eau, des biscuits. Donc là, quand j'étais dans le bateau, j'ai dit, ça y est, je suis sauvé. Ouais. Voilà. Mais alors, juste pour vous dire que de là où je suis tombé face au Vauclin, et de là où il m'a récupéré, le Saint-Lucien, j'ai parcouru 100 km de dérive. Wow. Eh ben. Donc, c'est quelque chose que, normalement, c'est impossible à faire. Ouais. Ouais, c'est du miracle. Voilà. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est du miracle. Quand il te récupère, que tu es sur ce bateau-là, que tu comprends que finalement la vie, elle va continuer, dans quelle étape psychologique tu es? Alors, psychologique, j'ai joué du mental tant que je pouvais, mais à un moment, il faut se dire que on est mort, quoi. C'est ça? On est mort. Ouais, parce que la mort, tu l'as vue, tu l'as frôlée, tu l'as cherchée, tu l'as tutoyée. Accepté. Je l'ai accepté, ouais. Et d'un coup, ça s'arrête, en fait. Ouais, c'est ça qui doit être un truc où exactement. Et tout lâche, quoi. il y a un détail qui est fort.
et en plus, il y a des images de ça. C'est que sur le bateau, tu lis Help Me, qui est effectivement le canal de communication qui fait comprendre à cette personne, puisqu'il est anglophone, donc plus à même d'entendre ça. Mais c'est pas ça le nom du bateau. Exactement, Serge. Alors, le bateau, effectivement, était marqué « Help me, Lord ». « Aide-moi, Seigneur ». Et c'est là où vous allez comprendre que c'est l'œuvre de Dieu, tout simplement. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que, pour moi, à chaque fois que je remontais et que je me remettais à nager et je disais « Mais Seigneur, laisse-moi me noyer, laisse-moi mourir, j'accepte ma mort ». Et c'était pas ça son plan. C'était pas ça son plan. Donc j'ai envie de dire aux gens, c'est l'œuvre de Dieu. Il m'a montré effectivement que dans tout ce qu'on veut dans ce monde, dans tout ce qu'on décide dans ce monde, on n'est pas maître de quoi que ce soit de notre destin. C'est lui qui décide. Et jusqu'à ce qu'il m'envoie ce bateau, j'étais dans le doute. Mais jusqu'à ce qu'il m'envoie ce bateau, j'ai dit, Seigneur, je n'ai aucun doute. Et aujourd'hui, je n'ai aucun doute. Aucun. Parce que le bateau aurait pu s'appeler Neptune, Poséidon ou SNSM. Non. Help me, Lord. Et c'est une prière que je fais tous les matins depuis tout petit. Aide-moi, Seigneur. Et cette œuvre, je pense que il me l'a donnée déjà pour être devant vous à témoigner, ça c'est sûr. Et aussi, c'est ça qui est important, c'est que. Mais il me l'a donné aussi cette grâce pour que je comprenne aussi que la vie, elle est très importante, mais il y a aussi des façons de se comporter dans cette vie et de changer des choses. On peut changer des choses dans notre vie. On peut. Sauf que des fois, on n'a pas envie parce que ceci, parce que cela, mais. Voilà, j'ai une leçon à retenir de tout cela et c'est vrai qu'il me l'a montré et aujourd'hui, oui, bien sûr, je suis vivant, je vous raconte cette histoire. Peut-être que, voilà, personne n'aurait su comment ça aurait pu se passer, mais en tous les cas, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Merci infiniment pour ce récit poignant. Poignant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est... Ouais, finalement, c'est les dernières heures d'un condamné, mais Dieu merci qu'il s'en sort. Dieu merci. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est des choses qu'on peut imaginer ou qu'on voit dans les films, tu vois. Je me rappelle d'un film comme ça, Seul en mer, là, ou un truc comme ça, avec Robert Redford, là où tu sens justement toute cette angoisse qui monte minute après minute jusqu'à tous ces basculements de résignation, d'abandon, et puis finalement, comme tu dis, c'est pas l'heure en fait. C'est pas l'heure, c'est pas le plan et il va falloir en faire autre chose, quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu le récit il y a quelques jours. Et je lui disais, c'est très imagé finalement. C'est du cinéma, quoi. C'est-à-dire que cet événement au départ où, en fait, si t'es un peu fatigué, cette nappe de sargasse, ça te fait rentrer à la maison, quoi. Et ensuite, tu prends cette décision de dire, tiens, je coupe pas le moteur avant de désengorger mon bidon. Enfin, il y a tellement de petits événements comme ça. Je ne te parle même pas des tentatives de suicide, etc. Et finalement, c'est un mec qui vient de très très loin. Qui n'a rien à faire là. Qui n'a rien à faire là. C'est pas tes compagnons de pêche que tu as vus juste avant. Et tout vient se synchroniser comme ça sur ce moment incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir donc finalement accepté la mort, est-ce que tu vois ces nouveaux jours comme une nouvelle vie? Oui, alors, pour moi, c'est une renaissance. Déjà, c'est une grâce, c'est sûr, d'être en vie, mais c'est une renaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois la vie différemment, je vois les gens différemment, et je me dis, il faudrait que, voilà, toutes les grâces que j'ai eues, que de les faire partager ou de les donner aux gens, pour moi, ce serait ce que j'aurais passé comme message, que voilà, on a chacun notre moment de grâce et de bénédiction, mais il faut surtout, si vous croyez, ne doutez pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun doute.
sous la présence du Seigneur. Parce que, à côté de cela, après ce naufrage, il m'a donné encore des grâces. Et croyez-moi, Serge, il en sait quelque chose. Donc, du coup. La grâce en question en train de faire la gueule dans le studio. Pour la petite histoire, la grâce en question s'appelle Michael et c'est une amie de longue date, de plus de 15 ans. On la salue. Que je salue affectueusement, que je vois quasiment tous les ans quand elle vient de Martinique et qui m'a fait donc le bonheur de me présenter son compagnon cette année. Est-ce que tu veux développer un peu là-dessus sur cette fameuse grâce, parce que si j'ai bien compris, c'est quand même une histoire qui date d'il y a très longtemps et cette nouvelle vie t'a mené vers finalement la femme de ta vie. Non, c'est vrai que ça fait plus de 33 ans que je la connais et donc du coup ça a toujours été la femme de ma vie et puis après le naufrage on s'est retrouvés et puis là c'est toujours la femme de ma vie et puis j'ai de beaux projets avec elle. Et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est vraiment... c'est une expérience, dans tous les cas pour mon naufrage, je parle, c'est quelque chose que je demande à personne de vivre. Parce que c'est très, très douloureux. Alors justement, au début, je vous disais, j'ai quelques anecdotes de pêcheurs qui ne savent pas nager. Ouais. Cette année, j'ai un collègue qui est tombé à l'eau. Il n'a pas eu le même issue que moi parce qu'on a retrouvé son corps à 17 km, mais dévoré par les requins. Père à son âme. Et à son âme. Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis aussi, c'est qu'une fois que tu as rencontré finalement cette épreuve-là, ta grille de lecture, elle change, tu vois. Tu es à même de voir justement en quoi il y a une grâce, en quoi il y a de la gratitude. Et je pense que nous, on l'évoquait un moment dans un épisode sur les émotions et on avait un peu évoqué toutes les émotions qui sont quasiment toutes négatives à l'exception de la surprise qui est un peu neutre. Et la seule positive, c'est la joie. Et en fait, on n'arrivait pas trop à l'exprimer. Et on se disait, enfin, en tout cas, à un moment, moi, je disais, en fait, la joie, elle est là en permanence comme le soleil est là, mais c'est voilé par des nuages, c'est voilé par... Et j'ai la sensation que dans ces grandes épreuves que tu peux rencontrer, tu es plus à même de voir le soleil et moins les nuages. Et du coup, tu es câblé différemment pour te dire, ça, je l'accueille et ça, je fais preuve de gratitude. Je vois que c'est une bénédiction. Je vois que c'est... Et tu vois, il y a un truc de comment je suis câblé ensuite pour vivre le monde, quoi. Tu vois, vivre la vie. Ouais. Je complète en disant que, effectivement, le fait que toi, tu aies vécu cette expérience qui te transforme, et que tu aies cette envie de partager cette grâce à différents niveaux, ça a vraiment aussi de l'impact. C'est-à-dire que le fait que tu me racontes ton récit, ça fait mettre en perspective aussi, même si j'ai vécu des épreuves assez difficiles, je me dis, bon, je ne suis pas resté 24 heures en mer avec des requins qui viennent me renifler, quoi. Donc ça permet aussi de relativiser et puis comme tu disais Vincent à l'instant, de se dire que ce qu'on considère pas forcément comme un bonheur plein, finalement, c'est pas si mal, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette conversation avec toi et c'est pour ça que je tenais à ce que tu viennes échanger avec nous, sachant que ce sont des sujets qu'on aborde beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on parle, comme il disait Vincent, d'entrepreneuriat au sens large, mais ce qui nous intéresse, c'est les gens derrière, ce qu'ils en font, comment ça transforme leur vie. Et là, pour le coup, on a un acte, un événement qui transforme vraiment, vraiment foncièrement une vie, quoi. Donc merci encore une fois pour ton témoignage. Je sais que ça ne doit pas être facile de se replonger tout le temps là-dedans. Le mot est bien choisi. Mais, alors, juste, je vais apporter quelques informations, puisque c'est vrai que, médicalement parlant, j'aurais dû mourir soit d'un arrêt cardiaque ou de l'hypothermie, en essayant même de me noyer. Donc, j'avais au moins 3 possibilités de mourir, et je suis encore de ce monde. Deuxième chose, c'est que quand j'ai été à l'hôpital, parce qu'on m'a gardé une soirée en observation, j'avais un taux d'enzyme, ce qu'on appelle le CPK, qui était très élevé dû à l'effort. C'est une enzyme où on peut perdre le rein. C'est quand on fait trop d'efforts dans un temps très long, le corps dégage des enzymes. Et cette enzyme-là, c'est toxique pour
pour les reins. Donc, j'aurais dû perdre ça. Et figurez-vous qu'en observation, je suis passé de 29 000 CPK de cette enzyme au lendemain au taux normal de 1200. Ouais. Donc, en même pas une nuit, mon corps et les médecins, ils m'ont dit on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que c'est pas possible que de passer de 29 000 à De redescendre aussi brutalement. aussi brutalement. Donc, il y a plein de questionnements, même médicalement ou scientifiquement, que ça restera un mystère. Mhm. Mhm. Mais le mystère que je sais aujourd'hui, c'est que cette connexion que j'ai aujourd'hui, je l'ai toujours eue avec le Seigneur. Et cette prière que je fais tous les jours, aide-moi Seigneur, je la ferai toujours. Mhm. Toujours. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, j'ai cette connaissance, mais je veux témoigner de la présence du Seigneur parmi nous. C'est ça aussi. Et de son œuvre. Un petit mot sur ce Saint-Lucien là qui finalement te sauve la vie. Qui est ce monsieur? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que vous êtes en contact? Qui est ce monsieur? Oui, c'est un pêcheur, effectivement, à Sainte-Lucie. Et oui, je suis descendu plusieurs fois à Sainte-Lucie. On s'est déjà rencontrés. Il est venu une fois en Martinique. Donc, non, c'est quelqu'un... pour moi, j'ai pas de frère. Donc aujourd'hui, j'ai un frère Saint-Lucien. Sacré On le frère. salue. Suis-je le gardien de mon frère? Il peut répondre, lui. Il peut répondre vraiment. Voilà. On le salue. Donc je garde toujours contact avec lui. Est-ce que tu as des épisodes qui sont liés à des syndromes post-traumatiques? Tu as revécu des scènes, ça peut être dans les rêves, en cauchemar, ou est-ce qu'il y a des fois des flashs de trucs où tu es pris par une angoisse ou quoi que ce soit, ou tu t'es totalement libéré de ça? Alors, paradoxalement, j'ai vu un psychologue une semaine après le naufrage. Ouais. Lui, il m'a dit... Vous êtes en paix. Oui. Quand je lui ai raconté, il y avait son assistante qui a commencé à pleurer. Je sais pas, mon témoignage l'avait bouleversé. Elle a encore un peu d'études à faire. Mais, le psychologue, il m'a dit non, vous n'avez aucun traumatisme, vous n'avez rien. Et effectivement, je n'ai jamais eu d'insomnie, je n'ai jamais eu de flash, comme tu dis, je n'ai jamais eu de choses qui vont m'empêcher, qui vont me faire revivre. Des séquelles traumatiques, ouais. Quand je raconte cette histoire, je me replonge dans les événements, dans les étapes. Mais il n'y a rien pour moi de traumatisant. Là, t'en as vraiment tiré quelque chose de 100% bénéfique. Ah oui, c'est 100% bénéfique. Et puis surtout, comme je dis, c'est l'œuvre de Dieu. Donc lui, il a mis en place ses plans. Il avait des plans, ce plan-là pour moi. Et franchement, ça a été un bon plan quand même. Ton rapport à la mer depuis? C'est ce que j'avais demandé, ouais. J'ai été en pêche, j'ai recommencé à pêcher. Et effectivement, j'ai plus de bateau. Mais je continue à pêcher avec d'autres pêcheurs. Ok. Donc, j'ai pas de traumatisme. Le petit, là, on a beaucoup parlé de toi et donc de comment tu vois les choses, mais quand tu renais comme ça, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Comment les gens te voient? Comment ils t'appellent? C'est quand même une histoire folle. Est-ce que les gens te voient dans la rue et se disent ah ben tiens, c'est le monsieur, le miraculé? Comment ça se passe? Oui, effectivement. Des fois, quand j'en parle, les gens se souviennent de ces 24 heures qu'ils ont suivies, que ça a été haletant, ça a été pour eux de l'attente qui était insurmontable. Il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens, dernièrement encore, j'ai rencontré une dame, elle m'a dit c'était toi, elle a commencé à pleurer. J'ai dit non, t'inquiète, je suis vivant. Donc voilà, c'est quand même assez prenant et surprenant aussi parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pêcheurs depuis mon naufrage qui ont disparu, on les a jamais retrouvés. Ouais. Ton fils, il a été mis au courant pendant que tu étais en disparition? Non, c'est moi qui l'ai appelé une semaine après. Ok, c'est pas plus mal. Ah là là. Et puis lui, c'est pas plus mal et en même temps, tu te dis, il n'a pas pu prendre la mesure, Dieu merci, de ce qu'a pu être le truc, quoi. C'est à quel point c'est... Ouais.
Et surtout que comme lui, il est surfeur, donc il est dans le milieu, il connaît ce que c'est. Il m'a dit, ouais, papa, j'ai déjà fait de me noyer. J'ai dit, imagine pendant plus de 24 heures, Et pour l'histoire, j'ai le record de survie. Parce que c'était 15 heures. C'était un gars qui était tombé de son voilier sous les côtes landaises. Il a réussi à entrer à la nage après 15 heures. Et moi, j'ai plus de 24 heures. Donc, j'ai le record de survie. On a un record de sur le podcast. Bon, c'est pas le genre de record dont on veut. On connaît nos auditeurs dans le challenge, tout ça. Non, les gars. Pas là, les gars, pas là. Non, je vous déconseille quand même. Bah écoute, c'est haletant, c'est prenant, c'est incroyable. Moi, comme je disais, il faut absolument que tu en fasses quelque chose, soit un livre, soit un film. À toi de voir ce que c'est, mais ça peut pas. Le podcast, c'est très bien. Hein. C'est bien. Et j'imagine que c'est passé à la télé, etc., qu'il y a eu plein d'émissions, tout ça. Mais c'est un récit qui est tellement fort qu'avec quelques esprits créatifs en plus, ça peut vraiment servir la cause que tu veux défendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une petite musique, histoire de savoir si on sortir de l'eau. Et puis on voit sur cette dernière partie, toi, ce que tu aimerais en faire, et puis on en discute comme ça pour terminer l'épisode. Mais est-ce que tu as un deuxième son que tu aimerais nous mettre Je laisse Serge choisir. Ah ouais. Comme ça. Bon, comme moi j'aime bien Patrick Saint-Éloi, on peut continuer là-dessus. Hein. Continuons. Au top, cette petite pause musicale qui fait du bien. Qui fait grave du bien. Du coup, on est sur cette dernière partie. Justement, Laurent, nous, dans le podcast, là, on a l'habitude d'articuler ça en trois parties. Et la troisième partie étant dédiée un petit peu justement aux projets futurs, des choses que tu envisages. Peut-être des choses auxquelles tu as pensé, mais tu n'as pas eu forcément le temps ou l'énergie de te le confronter ou de te mettre à la tâche dessus. Et pourquoi pas l'évoquer comme ça et puis qu'on discute un petit peu ensemble de ce que peut être un projet fou ou non, quelque chose que tu as laissé sous le tapis, peu importe. C'est vrai qu'au départ, quand je témoigne, je dis avant tout, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, du coup, je me vois mal m'accaparer cette œuvre, comment vous expliquer ? En fait, j'ai pas envie que ce soit moi le centre de l'histoire, parce que dans l'histoire, c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Moi, j'étais prêt à mourir, certes, mais lui, il a décidé autrement. Donc, cette œuvre-là, c'est vrai qu'on me dit, oui, il faut faire un film, ou faire un livre, etc. J'entends, hein, mais par contre, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que quand je témoigne face aux gens, c'est avant tout qu'ils comprennent que leur croyance ou leur spiritualité
ils ont des fois des doutes et qu'aujourd'hui, je leur apporte le fait qu'il n'y ait pas de doute sur leur croyance et leur spiritualité. Mais c'est vrai qu'à force de témoigner, à un moment, Non, mais c'est pour ça. il faudra passer. D'abord, tu vois, comme pour moi, c'est 1 à 1, tu vois, donc si tu touches une personne, tu peux être devant un auditoire d'un certain nombre, tu peux passer à la radio, ça étant, mais quand tu rentres dans le livre, déjà, ça reste, ça veut dire que même quand tu ne seras plus là, ça restera. Il y a des écrits, oui. Tu vois, et le cinéma aussi, c'est fait pour toucher les foules et augmenter donc cette portée. Finalement. Et dans ce que tu dis, c'est pas impossible de faire passer ce message c'est aussi pour ça que j'insistais sur tous les petits détails qui font que cette histoire devient d'un coup dramatique, mais aussi finalement revient dans le bon sens. Ce sont ces petits détails, la main divine qui vient agir sur plein de choses pour faire passer des messages ou en tout cas faire vivre une épreuve comme ça. Et c'est très possible de le faire artistiquement dans une œuvre écrite ou de cinéma, quoi. Carrément. Oui, mais moi, là aujourd'hui, c'est vrai que là, ça fait 2 ans déjà. Je me dis, oui, pourquoi pas. J'ai un cousin qui est programmeur multimédia. Lui, il a sa boîte il fait des vidéos, etc. Donc, il m'a proposé de faire un film. Pour l'instant, bon, ça reste quand même un projet, mais... un livre, oui, pourquoi pas, parce que ça sera un écrit qui, après ma mort, donnera effectivement ce côté témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui a envie effectivement de faire un livre ou de faire un film, si ça doit se faire, ça sera aussi par rapport à la volonté du Seigneur. Donc, je suis ouvert à toute proposition. Bah écoutez, chers auditeurs, si vous êtes scénariste ou que vous travaillez au CNC et que vous voulez avoir une belle histoire vraie, pouvoir marquer, parce que c'est pas rien d'estampiller un film histoire vraie. Ça, c'est le scénario est déjà là. Et donc les habitants de la Martinique savent déjà que c'est une histoire vraie parce que j'imagine qu'ils ont déjà vu ça à la télé, dans tous la presse locale, etc. Nous, on a quelques éléments que l'on nous a envoyés, on pourra partager pour que les gens se rendent compte de... Quand on ne connaît pas forcément de la carte de la Martinique, on ne voit pas, tu vois, tout ce que tu as dit, même si on imagine ce que c'est 100 km, tu vois, la façon de dériver, le fait que ce pêcheur vienne de Sainte-Lucie pour te retrouver là-bas, c'est quand même une histoire incroyable à plein de niveaux. Et le récit fait comprendre des choses, mais les images feront encore comprendre d'autres. Ça me fait la passe décisive pour que vous rejoigniez notre Instagram, bien sûr. Monday Meeting, le podcast. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Mettez 5 étoiles aussi sur cet épisode si vous l'avez aimé, sur le podcast en règle générale. Et voilà, comme ça, pour cette partie-là, c'est fait. Aujourd'hui, tu disais, donc, du coup, tu n'as plus de bateau pour vivre de la pêche, finalement. Donc, quand tu le fais, c'est quoi? C'est en loisir ou en... Voilà, c'est-à-dire que j'ai travaillé un moment avec un autre pêcheur. Et puis après, là, aujourd'hui, j'ai décidé de donner à ma vie une autre dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais encore mes réparations, mon atelier de réparation d'ailes de kitesurf. Voilà, d'ailes de kitesurf. Et puis, à côté de cela, je fais des prestations pour une entreprise. Voilà, donc du coup... la pêche reste quand même pour moi toujours une passion. Et la mer restera toujours une passion. Je ne peux pas me dissocier de cela pour dire que avec ce que j'ai eu, ça va m'empêcher d'aller en mer ou de profiter de la mer, etc. La preuve, quand je vais en mer, je nage et des fois, je me vois même en train de nager et me dire comment j'ai pu faire... autant d'heures, autant voilà, c'est très difficile, Ouais. Donc, mais voilà, pour moi, la mer restera toujours, depuis ma naissance, mon élément. Et puis, tu as un regard aussi qui est clair sur toi et sur le fait que tout part aussi d'une erreur humaine. Exactement. Et que la mer, ça reste comme la montagne, un territoire hostile, et que souvent, c'est hostile parce que l'homme, à un moment, il met pas forcément tout en place. Et il fait des erreurs. Trop en confiance.
pour pouvoir apprivoiser ce territoire. Donc à tous ceux qui veulent sauter en parachute, mettez le parachute. Vérifiez qu'il soit bien ficelé. Et c'est pas pour rien qu'on met un parachute de secours dans le parachute. N'est-ce pas? Mais c'est important aussi à rappeler parce que on a apprivoisé justement à dominer les territoires en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et il y a une forme de surconfiance qui apparaît. Moi, j'ai pu l'expérimenter à maintes reprises. Mais ça va très vite de se dire on est dans un domaine que je domine et finir par être totalement dominé. Et une situation que tu as rencontrée des centaines de fois, c'est-à-dire partir en mer, qui paraît tout à fait normale, peut se transformer en un drame. Un drame. Exactement, et quelque chose de Moi, j'ai vraiment pas ce problème-là. C'est pour ça que je ferai pas de sortie roller avec toi. Alors, je sais que je ne domine rien du tout. Toi, tu domines que là où tu es sûr de gagner. Ah, quand je suis sûr que j'ai les pieds bien sur terre, je comprends mieux ta logique. Donc, t'es sorti vélo, tout ça, non merci, c'est vrai. Oh punaise. Waouh. Bah écoute Laurent, merci infiniment pour ce récit, pour t'être ouvert, pour être venu témoigner de ça et qu'on puisse nous le transmettre aussi et le diffuser à une plus large échelle auprès de notre communauté. Et merci, une grande gratitude de t'avoir ici au micro. Et c'est vraiment, c'est touchant, c'est poignant. Ça remet en perspective pour nous aussi. Ça nous rappelle que les problèmes de TVA ou d'URSSAF, c'est pas vite fait, quoi. compliqué. BO et compagnie, c'est pas très grave. On verra plus tard. C'est vrai. C'est vrai que ça permet de remettre en perspective et de se dire que le ciel, il est à une certaine altitude, le soleil brille tout le temps et qu'il faut aller le chercher quand c'est trop dark. Donc merci infiniment, Laurent. Merci à vous déjà de m'avoir reçu et puis m'avoir permis justement de faire ce témoignage. Et puis, comme je vous ai dit, je suis là. Et puis, toujours remercier le Seigneur chaque jour qu'il nous donne. Le message est passé. Amen. Est-ce que tu es en paix avec cet épisode ? Il y a des choses que tu voudrais rajouter ? Non, parce que pour moi, c'était une épreuve de plus. C'était la plus difficile, parce que j'en ai déjà vécu aussi, quelques-unes. Je pense qu'on va pas en parler d'autres épreuves, mais oui, je suis en paix. Super. Merci infiniment. Merci. On va se laisser en musique. Ça, c'est la tradition encore. On a 3 sons à passer. Écoute, on a commencé avec 2 Saint-Éloi et il y en a un qui s'appelle H2O. Ah, écoute. Très bon son. Voilà. Parti. On est parti. Je l'aime beaucoup en plus. Donc, Chers auditeurs, on est sûrement amenés à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Love. Encore, querer vivre